L'histoire choquante de l'Alfa Romeo 158. Imaginez une époque où les moteurs ne sortaient pas d'un ordinateur, où chaque pièce était façonnée à la main, testée à l'oreille et ajustée à l'instinct. C'est dans ce monde, en 1937, qu'un groupe d'ingénieurs italiens de chez Alfa Romeo décide de créer une voiture de Grand Prix. Mais pas n'importe laquelle. Une voiture construite dans un climat de tension politique, de guerre imminente, et pourtant, elle allait devenir une légende. Son nom, Alfa Romeo 158. Son moteur, un tout petit 1,5 litre 8 cylindres en ligne, mais ne vous fiez pas à sa cylindrée. Ce moteur est une anomalie dans l'histoire de la mécanique. À la base, il était conçu pour courir dans la catégorie voiturette, une sorte de F2 de l'époque. Les règles limitaient la cylindrée à 1,5 litre avec compresseur. Mais là où la plupart des constructeurs s'en tenaient à des puissances modestes, Alfa Romeo a décidé d'en faire un monstre. Grâce à un compresseur volumétrique type Roots, une conception extrêmement avancée de la culasse et une optimisation quasi maniaque de l'admission et de l'échappement, ce moteur développait jusqu'à 200 chevaux dès 1938, soit plus de 130 chevaux par litre. À titre de comparaison, c'est la puissance spécifique d'une Porsche 911 GT3 moderne. Et on parle d'un moteur de l'avant-guerre. Mais ce n'était que le début. La guerre éclate, les courses s'arrêtent et le projet est mis sous silence. Pendant un temps. Mais en 1946, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alfa Romeo ressort ce moteur décartant. Et là, ils font quelque chose de complètement fou. Ils le révisent, ils le boostent et ils lui donnent une seconde vie. Ce moteur renaît avec des chiffres encore plus absurdes. 254 chevaux en 1946, puis 280 chevaux en 1950. À ce stade, le moteur dépasse les 185 chevaux par litre. C'est quasiment du jamais vu, même encore aujourd'hui. Le tout avec un simple bloc 8 cylindres en ligne refroidi par eau et sans aucune assistance électronique. Juste du talent brut, de l'ingénierie mécanique et un compresseur qui hurle comme un avion de chasse. Et ça paye. En 1950, quand la F1 officielle est créée, Alfa Romeo aligne sa 158 face à tous les concurrents et les détruit littéralement. La voiture gagne toutes les courses sauf une cette saison-là. Le moteur est invincible. On dirait que personne n'a compris comment ils avaient pu tirer autant de performance d'un bloc aussi petit. Mais la vraie question est là. Comment un moteur aussi ancien a-t-il pu écraser des machines plus modernes? Était-ce une question de puissance, de fiabilité, d'architecture? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble maintenant, car plus on gratte, plus on découvre des secrets fascinants sur ce moteur. Des secrets de conception, de stratégie et même de politique. On est très loin d'un simple bon moteur. On est face à une œuvre d'ingénierie qui n'aurait jamais dû exister et qui pourtant a tout changé. Pour comprendre ce qui rend le moteur de l'Alfa Romeo 158 aussi exceptionnel, il faut d'abord se pencher sur sa structure. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas une technologie radicalement différente qui le rendait supérieur. C'est l'exécution parfaite d'une architecture classique. Ce moteur était un 8 cylindres en ligne, avec un bloc en alliage léger et une culasse en aluminium. Un choix extrêmement audacieux pour l'époque. Le vilebrequin était taillé dans la masse, équilibré à la perfection. Le but, permettre des montées en régime extrêmement rapides et stables, même à 7000 tours minute. Une folie en 1938. Mais l'arme secrète, c'était le compresseur Roots. Alimenté par des rapports de démultiplication savamment choisis, ce compresseur envoyait un volume constant d'air comprimé dans les cylindres, créant un couple monstrueux dès les bas régimes. Résultat, une poussée continue presque comme une turbine. Autre particularité technique, le carburateur double corps était monté en amont du compresseur. Une solution risquée, mais qui garantissait une atomisation parfaite de l'essence. Cela donnait des explosions plus efficaces, une meilleure réponse à l'accélération et une régularité exemplaire. La lubrification, niveau F1 moderne. Carter sec, pompe à huile haute pression, refroidisseur d'huile et même un système pour maintenir la pression constante à haute température. Mais le plus fou, chaque moteur était fabriqué à la main. Chaque exemplaire était ajusté manuellement par les mécaniciens Alfa Romeo, des artisans qui traitaient chaque pièce comme une œuvre d'art. Résultat, des tolérances microscopiques, un équilibre parfait et une fiabilité hors norme pour l'époque. Et ce moteur n'était pas juste puissant, il était léger, à peine 160 kg. Ce poids contenu permettait une tenue de route exemplaire et un comportement très agile en virage. Maintenant, parlons des résultats. Dès ses débuts en 1938, la 158 remporte sa première course avec Emilio Villoresi. Puis vient la guerre. Et après 1946, l'Alfa Romeo 158 revient sur les circuits. Et là, c'est une domination sans pitié. En 1947, Achille Varzi remporte le Grand Prix de Milan. En 1948,
1948, Jean-Pierre Wimille, ancien pilote de la Résistance, gagne avec brio plusieurs grands prix internationaux. Il disait de la 158, elle ne roule pas, elle vole. Et en 1949, Consalvo Sanesi, un pilote ingénieur, termine plusieurs courses sur le podium malgré des pannes d'embrayage. Preuve de la robustesse du moteur qui l'amenait jusqu'au bout. Et puis arrive 1950, première saison officielle du championnat du monde de Formule 1. Alfa Romeo engage 3 pilotes légendaires. Giuseppe Farina, méthodique, tactique, très propre dans son pilotage. Luigi Fagioli, vétéran rugueux et agressif. Et surtout, Juan Manuel Fangio, le maestro argentin. Calme, chirurgical, obsédé par la mécanique. Cette année-là, la 158 remporte 6 des 7 grands prix du championnat. Farina devient champion du monde, Fangio deuxième. La voiture est intouchable. Même Ferrari ne peut pas rivaliser. Une anecdote célèbre. Lors du Grand Prix de France de 1950 à Reims, il faisait plus de 35 degrés. Les autres moteurs surchauffaient, les freins lâchés, mais la 158 de Fangio tourne comme une horloge. Il remporte la course avec 25 secondes d'avance et avoue plus tard n'avoir jamais dépassé les 80% de ses capacités mécaniques. Et ce n'est pas fini. En 1951, la version évoluée, l'Alfa Romeo 159 sort. Même base moteur mais poussée à 420 chevaux. La consommation est monstrueuse, presque 1 litre par kilomètre. On doit ajouter 2 ravitaillements, mais le moteur tient, il hurle, il gagne. Fangio devient champion du monde en 1951, avec cette même base moteur conçue avant la guerre. Imagine ça, battre Ferrari, Maserati, Talbot et BRM, avec un moteur dessiné sur une table en bois en 1937. C'est quasiment de la science-fiction. Et ce n'est pas juste un moteur qui a gagné, c'est un moteur qui a dominé une décennie entière. 47 victoires, 37 pole positions, des dizaines de records, le tout avec un seul et même bloc. Une seule architecture, une seule philosophie, la perfection mécanique coûte que coûte. 1951, Juan Manuel Fangio devient champion du monde. Il vient de sceller le destin d'un moteur qui n'aurait jamais dû exister aussi longtemps. L'Alfa Romeo 158, puis sa version 159, a écrasé toute concurrence pendant plus d'une décennie. Mais le monde change, la technologie avance, les règlements évoluent, les voitures deviennent plus lourdes, plus complexes, plus rapides, mais peut-être moins pures. Chez Alfa Romeo, on le sait, le moteur touche ses limites. La consommation est excessive, la conception ne peut plus suivre les nouvelles exigences, alors la marque prend une décision que peu auraient eu le courage de prendre. Se retirer au sommet. Ce n'est pas une défaite, c'est une sortie royale, un clap de fin écrit à la main, à l'encre noire sur fond de victoire. Et c'est là que le moteur de la 158 devient une légende. Pas seulement parce qu'il était rapide, pas seulement parce qu'il était en avance sur son temps, mais parce qu'il symbolise quelque chose qu'on a presque oublié aujourd'hui. L'ingénierie comme art pur et la course automobile comme un acte de bravoure. Imagine un instant, l'Italie sortait du chaos, les usines avaient été bombardées, le pays pansait ses plaies et pourtant, au fond d'un atelier de Milan, des ingénieurs aux doigts tachés d'huile polissaient des soupapes à la main. Ils ajustaient les bielles, refaisaient les culbuteurs, contrôlaient chaque arbre à cames comme s'ils réglaient un mécanisme d'horlogerie. Ce n'était pas une machine industrielle, c'était une œuvre, un moteur né dans la poussière, le bruit et la passion. Chaque course était un pari. Chaque victoire, une revanche sur le monde. Et les hommes qui le conduisaient n'étaient pas des influenceurs ni des stars de télé. C'étaient des pilotes à l'ancienne. Jean-Pierre Wimille, résistant pendant la guerre, héros silencieux. Achille Varzi, revenu de la drogue et de la dépression pour dominer à nouveau. Fangio, le gentleman argentin qui dormait dans son garage pour mieux comprendre sa machine. Il n'avait pas de simulateur, pas d'ingénieur dans l'oreille, rien que le bruit du moteur, le cuir des gants, l'asphalte qui tremble sous les pneus et ce moteur, ce hurlement métallique, ce souffle surcompressé, cette respiration mécanique presque humaine. Il les accompagnait jusqu'au drapeau à damier. Aujourd'hui, on regarde des courses où les voitures changent d'électronique en virage, où tout est mesuré au millimètre, prévisible, contrôlé, mais ce moteur Alfa Romeo, lui, c'était l'inverse. C'était le chaos parfaitement maîtrisé, une bête qu'on domptait avec respect. Et malgré les années, malgré les générations de moteurs plus puissants, plus fiables,
simple, plus numérique, aucun n'a eu l'impact culturel et émotionnel de celui-ci. Il n'a pas juste marqué des feuilles de résultats, il a marqué des esprits. Il a donné à des millions de jeunes l'envie de devenir ingénieur, pilote ou même rêveur. Encore aujourd'hui, quand un passionné se retrouve face à une Alfa 158 dans un musée, il ne voit pas juste une vieille voiture. Il voit le silence après la tempête. Il voit la main d'un homme sur un levier de vitesse, le stress d'un départ arrêté, le sifflement du compresseur avant l'explosion contrôlée. Il voit un moteur qui a traversé une guerre mondiale, 3 systèmes politiques et qui a survécu grâce à la passion. Et peut-être que c'est ça, le vrai génie de cette machine. Avoir rendu l'impossible réel et l'avoir fait avec style, avec rage et avec élégance. Alors la prochaine fois que tu entendras parler d'un moteur électrique à 1200 chevaux ou d'un système hybride dernier cri, souviens-toi qu'en 1938, des hommes sans ordinateur, sans aide, sans intelligence artificielle ont construit un moteur de 1,5 litre qui battait tout et qui le faisait avec le cœur. Il n'y avait pas de compromis, pas de comité de direction, juste une mission claire. Construire le moteur le plus rapide, le plus fiable et le plus extrême possible. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, on parle souvent des performances modernes. Voiture électrique à 1000 chevaux, hypercar dopé à l'aérodynamique active, simulateur de flux, mais rien n'égale l'impact qu'a eu ce moteur dans son époque. Car ce n'est pas juste un moteur, c'est un symbole. Le symbole de ce qu'on peut accomplir quand la passion, la science et la folie se rencontrent dans un seul objectif. Et peut-être que dans un musée, quelque part, un visiteur regardera un jour cette longue ligne de cylindres, ces pièces d'un autre temps, et se dira, ils l'ont vraiment fait. Et personne ne les a jamais rattrapés.